tu préfères le confort. Les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent fort. C'est quand t'es inconfortable que tu grandis. Le soleil revient toujours après la pluie. On va avoir 3 segments, ok? Chaque segment va avoir plus ou moins 25 minutes et 10 minutes de questions pour le public, ok? Donc, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit aux panélistes, que ce soit à nous, les animateurs. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi qui va être nommé, c'est important qu'on s'entend là. On est en famille, il n'y a pas de gêne. On est là ensemble pour le meilleur de la communauté, de nos familles. Donc, soyez pas gênés. Et les personnes que vous allez voir aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une riche histoire, tant à l'intervention qu'en tant que personnes qui ont vécu des situations et qui peuvent apporter un apport très important et peut-être même apporter un peu de lumière sur des situations qui sont parfois très compliquées à comprendre. Donc, je passe la parole à ma collègue Jessie pour la suite des choses. On va commencer par ouvrir le micro. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous voir tous réunis en si grand nombre. Bien content pour moi, nous faire déplacement. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas en vain nous venir. Oui, nous invitez nous tous pour faire notre intervention avec nous, mais ça le plus important, c'est nous bien contents ouais nous pour nous attendre des histoires, des gens qui vivent des bagailles qui impacter nous, pour nous comprendre tout ça qu'a fait dans la rue, pour nous assurer nous que même bagaille ça va pas arriver petite nous. Donc c'est vraiment notre but, le but de cette activité, c'est vraiment de s'assurer que vous puissiez entendre des histoires qui vont vous toucher, vous impacter et permettre que ce qui est arrivé à nos invités ne puisse pas arriver à vos enfants. C'est le but. C'est ça qui peut nous faire nous déplacer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous déplacer. Et merci d'avoir fait le déplacement en si grand nombre. Demandez-nous, battre bravo peut-être nous. Yes. OK. Donc, yote parlé nous, vous ont parlé du Tournant. Donc, le Tournant, c'est un podcast qu'on a tourné justement pour vous parler de différentes aventures. Donc, on a co-animé ça vraiment pendant plusieurs semaines. Puis, vous avez pu voir un petit recap. Mais là, on veut avoir quelques-uns de nos invités en 3 segments qui vont pouvoir nous présenter différents volets. Ouais, j'ai hâte de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et toi? Exact. Donc, sans plus tarder. Yes. Alors, en avant, on va inviter, je vais te laisser présenter nos invités. Puis après ça, je vais pouvoir présenter le segment en soi. Le premier segment, c'est une personne, tout d'abord, il y a mon superviseur, collègue, grand frère, avec qui on fait de l'intervention à tous les jours et qui a beaucoup, je pensais que je connaissais l'intervention, mais j'ai réalisé qu'il y avait un degré que je n'avais pas encore été. Et lui, il m'a beaucoup appris à comment connecter avec les jeunes et comment, je pourrais dire, même connecter avec la famille. Parce que tu ne peux pas travailler un seul acteur, tu dois travailler l'ensemble des acteurs. Donc, j'invite Bert Pierre à venir à l'avant, s'il vous plaît. Yes. Deuxième invité, c'est le coordonnateur du projet Pivot qui me l'a présenté. Il m'a parlé de lui, puis j'étais comme, OK, laisse-moi voir. Puis après avoir parlé avec lui, j'ai dit, OK, ça va être une bonne entrevue. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur d'être honnête, transparent, mais surtout aussi, on voit la transformation. On voit une personne qui a connu des moments très difficiles, mais quand on voit comment il témoigne de la lumière qu'il y a dans sa vie aujourd'hui, après avoir entendu ça, je ne crois pas qu'il y a personne qui n'aura jamais espoir ou qui ne pense pas que sa situation peut changer pour le meilleur. J'invite Eddie Melo à venir à l'avant, s'il vous plaît. Pressure's on. Donc, alors, prenez place. Notre premier segment, ça va être vraiment intéressant parce que ça va être... on va parler des déclencheurs, là où tout a commencé. Alors, je vais laisser Andrew poser ses questions, puis je vais faire du pouce avec lui. Alors, j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir nos invités à travers ce beau sujet. Et c'est important de comprendre que la beauté de tout ça, c'est que vous allez pouvoir avoir
vous allez pouvoir avoir des parties de personnes ayant vécu certaines problématiques et vous allez avoir des parties de personnes qui œuvrent avec les personnes qui ont les problématiques. Donc, vous allez pouvoir avoir les deux côtés de la médaille qui va vous donner un vrai profond regard sur la situation. D'accord? Donc, donnez-moi un instant, il faut mettre... Lorsqu'on parle de déclic, de déclencheur, on parle de là où tout a commencé, le changement de vie. C'est dans ce sens-là. Exact. Donc, quand on parle de prise de conscience après un événement marquant, OK? On sait que la prise de conscience, souvent les événements marquants sont les événements qu'on ne souhaite pas qu'ils arrivent, mais lorsqu'ils arrivent, on peut avoir une porte d'entrée pour faire une intervention avec une personne peut-être qui était difficile d'accès ou simplement ne voyait pas tous les dangers associés à son style de vie. Donc souvent, quand il y a un événement marquant qui arrive, c'est là qu'on peut avoir vraiment une mainmise sur la personne pour dire que là, est-ce que j'ai ton attention? Donc si je commence avec Eddie Melo, je demande un événement marquant, une prise de conscience. Tu en as parlé pendant l'entrevue au tournant, avec le podcast Le Tournant, mais j'aimerais ça que tu retournes là-dessus et que tu parles du moment où tu as eu une prise de conscience, où il y a eu le moment tournant, le moment que tu as dû faire un pivot dans ta vie, le moment charnière, comme Bert le dit. Ben, pour moi, il est arrivé plein de choses dans ma vie, fait que je ne peux pas te dire le premier événement. J'ai tellement eu de prise de conscience durant ma vie, mais le truc, c'est, j'ai une prise de conscience, qu'est-ce que je fais après? Parce que j'avais des prises de conscience, mais je continuais à faire ce que je faisais pareil. Parce que je ne comprenais pas. Moi, je n'étais pas encadré, j'avais pas de soutien. J'allais chercher le soutien chez mes chums dehors dans les gangs, tu sais. Puis dans les gangs, on ne parle pas d'émotions, des trucs comme ça, tu sais. Mais je sais que j'ai eu tellement de prise de conscience qu'à un moment donné, je sais, en 99, quand je me suis fait arrêter la première fois, il y a une prise de conscience qui s'est faite où qu'est-ce que je fais? Comment, tu sais, comme, quand je faisais des mauvais coups, des crimes, je vendais de la drogue, je me battais, il n'y avait pas de... Je ne pensais pas aux conséquences légales ou négatives. Moi, c'est conséquences, je vends de la drogue, conséquences, je fais de l'argent. Right? Après ça, je me fais arrêter, moi, au début, c'était tentative de meurtre. C'est pas, tu sais, c'est comme moi, quand j'ai vu la charge, je dis, wow, tu sais, j'ai-tu essayé de tuer quelqu'un? Oui, mais la conséquence d'aller en prison, la prise de conscience était, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais avec ça, tu sais? Puis, attends, sans te couper, quand tu dis où est-ce que tu t'en vas avec ça, est-ce que tu parles, toi, en tant qu'être humain, tu te remets en question par rapport à ton existence, ton but, ou où est-ce que tes actions vont te mener plus tard? Est-ce que tu peux approfondir un peu plus, s'il vous plaît? Ben, j'avais pas encore, je vais dire, j'avais pas encore l'intelligence ou la maturité pour comprendre certaines choses. Tu sais, la maturité, c'est pas quel âge que tu as, tu sais. C'est vraiment l'expérience. Puis, tu sais, c'est drôle, la maturité s'acquiert avec des expériences. Mais je connais plein de monde qui sont plus jeunes, qui ont plus de maturité parce qu'ils ont une vie différente. Chacun est différent, tu sais. Mais ce que je voyais, moi, c'est qu'est-ce que je veux? C'est ça que je veux? Je veux-tu faire de la prison? Je veux-tu être criminel? Parce que moi, j'étais comme genre criminel à temps partiel, tu sais. J'étais voyou 100%, 24/7, mais j'avais une business legit aussi, tu sais. Fait qu'il y avait plein... Quand je me suis arrêté la première fois, j'ai perdu ma business légitime, tu sais. Fait qu'il y avait une conséquence directe. Fait que là, il y avait des prises de conscience. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, si je me fais dire, hey, fais ça ou fais pas ça, mais il faut que je comprenne pourquoi. Fait que quand on me disait, tu sais, tu devrais pas vendre de la drogue, mettons, tu sais. Ouais, mais si moi, je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Fait que tant qu'à y être, moi, je vais faire l'argent, tu sais. Parce que c'est pas moi qui rends les addicts. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas moi qui fait qu'ils consomment de la drogue. Ils consomment de la drogue, man. Fait que moi, je vais prendre une place, tu sais, je vais faire de l'argent aussi, tu sais. Mais la prise de conscience, c'est faite lente. Tu
c'était long. Je retournais, je revenais. Il y a eu beaucoup de rechutes, comme on dit. Beaucoup de rechutes. Puis, moi, je consommais de la drogue, puis je buvais de l'alcool. Fait que quand tu consommes de la drogue, ben, tu penses pas bien, là. Tu réfléchis pas comme du monde. Moi, j'ai arrêté de consommer, ça fait 14 ans. Mais ça n'a pas empêché le fait que j'ai continué à être voyou, je pensais que moi, c'est parce que je me gèle que je fais des mauvaises décisions. Non, je fais des mauvaises décisions parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc, il y avait quelque chose de plus profond qu'une fois que tu t'es dit que même quand j'arrête la consommation, que ce soit de drogue ou d'alcool, il y avait certains comportements que tu avais encore. Ouais. Et j'ai une question, avant qu'on aille plus loin, OK? Je ne veux pas t'interrompre. Si je demande à Bert, de ton point de vue d'intervenant, comment tu gères une personne qui est en phase de prise de conscience par rapport à tout ce qui lui arrive, mais qui a comme un pied en dedans, un pied dehors? Comment, en tant que parent, comment, en tant qu'intervenant, on gère ce genre de situation? Ben, pour ma part, lorsque un jeune est en, comment je pourrais dire, lune de miel avec la criminalité, on essaie de trouver une porte d'entrée. Puis quand on dit une porte d'entrée, c'est quoi? Ben, c'est souvent un événement qui va arriver où ce jeune-là va être en insécurité, où il va avoir un déséquilibre. Lorsqu'il y a ce déséquilibre-là, c'est le temps de mettre le pied dans la porte et c'est là où l'intervention va prendre place. Puis quand je parle d'intervention va prendre place, c'est que, admettons, le jeune présentement commence à faire des vols au tout pour $1. Il vole au tout pour $1, il se fait prendre par la police. Donc là, c'est la première fois qu'il se fait arrêter par la police, donc il vient avoir une intervention qui doit être faite. Mais moi, j'arrive pendant qu'il est en train de parler avec la police, et là, maintenant, je lui fais prendre conscience de ses actes qu'il est en train de faire, mais par la suite aussi, je le prends, puis là, je le conscientise mais pourquoi, je lui pose la question, mais pourquoi tu as été volé? C'est quoi le besoin derrière le fait qu'il va aller voler? En comprenant c'est quoi le besoin derrière le fait qu'il va aller voler, mais maintenant je peux essayer de l'aider. Est-ce que c'est parce que tu as faim? Est-ce que c'est parce que tu veux faire comme tes amis? Mais c'est quoi qu'il y a derrière ça? En sachant maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière ça, maintenant je peux aller résoudre c'est quoi la problématique. Des fois c'est parce que le jeune a faim. Ben, si c'est parce que le jeune a faim, ben, ça va être de trouver un travail pour lui, pour l'aider à mettre de l'argent dans ses poches et qu'il soit capable de se payer de la nourriture sur l'heure du dîner et qu'il soit capable de manger. Si le jeune, lui, c'est parce que comme s'il y a besoin d'autres choses, ben, c'est de définir c'est quoi le problème du jeune et par la suite, une fois qu'on l'a défini, ben, d'être capable de l'encadrer. Et c'est d'avoir une ouverture d'esprit surtout. Pourquoi? Parce que des fois, on ne va pas les comprendre, les jeunes. Des fois, on va se dire, mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai donné à manger à la maison, j'ai mis tout sur la table ou quoi que ce soit. Mais des fois, ça va un peu plus loin que ça. OK? Mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que moi, dans mon cas, je n'étais pas encadré. Je n'étais pas encadré à la maison. Mes parents travaillaient. J'ai été élevé par ma grand-mère. Et puis moi, mes parents sont portugais. Puis moi, je suis né en 71. Puis à l'école, c'est quand il y a eu la loi 101, où je suis allé à l'école en français, mais je me faisais intimider, je me faisais taxer, je me faisais traiter d'immigrant, je me faisais traiter, tu voles des jobs, yo, j'ai 8 ans, quel job que je vole, bro, tu sais. Fait que, tu sais, tout ça, il n'y a pas d'encadrement dans ma vie, tu sais. Fait que, toi, tu parles, là, puis je suis comme, waouh, c'est ça que j'aurais voulu avoir ça. Mais dans mon temps, il n'y en avait pas autant. C'est comme si vous venez de sauter directement dans la prochaine question, sans même, je trouve que c'est parfait, c'est fluide, comme on dit. Qu'est-ce que j'aime? Tu as parlé d'encadrement que tu n'as pas eu à la maison. Et là, je vais avoir besoin de vos deux points de vue. Okay? Quand on parle de le soutien reçu ou manqué fera la différence positivement ou négativement dans la vie d'une personne. Et dans ton cas, tu as parlé d'un manque. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ce manque, s'il vous plaît? Oui. Moi, je me souviens, aussi longtemps que je me souvienne, là, je vais vous dire, j'étais pas bien dans ma peau. Mais je suis un enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me sens pas bien dans ma peau, je sais que je ne fit pas nulle part. Puis mes parents, ils ont fait de leur mieux, mais mes parents ne m'aident pas. Ils ne cherchent pas à m'aider, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Mes parents m'ont, j'aime pas dire ça, mais mes parents ne m'ont pas élevé. Ils m'ont appris les bonnes manières, mais ils ne m'ont pas élevé. Tu as dit que tu as grandi avec ta grand-mère. Oui, et moi, je suis persuadé, je te l'ai dit la dernière fois, je suis persuadé que si ça n'aurait pas été de ma grand-mère qui me montrait de l'amour, j'aurais viré pire. On se comprend? Fait que moi, je cherchais quelque chose dans la rue, je cherchais quelque chose dans mes amis,
Je ne savais pas c'était quoi. Je voulais juste être reconnu. Je voulais juste être bien. Fait que quand j'étais avec mes chums de gang, j'étais bien. J'étais valorisé. Puis des fois, on faisait rien, là. Puis dans mon temps, moi, quand j'ai commencé la première gang que j'étais membre, on n'était pas criminalisé dans le sens qu'on ne volait pas, on ne vendait pas de drogue. Tout, on se battait. On se battait contre... Moi, j'étais dans une gang multiculturelle. Je suis portugais, il y avait un Brésilien, un Asiatique, des Blacks. Tu sais, on était multiculturels, puis on se battait contre le phénomène skinhead. Tu sais, les néo-nazis qui, eux, tout ce qui n'était pas blanc, mais ils sautaient dessus puis ils nous battaient. Fait que nous, on a créé, puis je pense que les OG vont vous le dire, les gangs, au début, c'était pour se protéger, des fois contre la police, tu sais. Et puis, on n'était pas criminalisés, mais il y avait tout le temps une recherche de il me semble que je vaux plus, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Puis à la maison, mes parents, c'est pas de leur faute, ils ont fait leur mieux, ils ne me donnaient pas ce que j'avais besoin. Exemple, à l'école, le moment donné, je me suis battu, je me suis fait péter la gueule. Je n'ai pas gagné toutes mes batailles. Je suis rentré à la maison, nez cassé, tout pété. Ma mère, elle m'a dit, « Qu'est-ce que toi, t'as fait? » J'ai rien fait. Mais pourquoi ils t'ont battu? Parce que je suis portugais. Puis elle ne comprenait pas ça. Donc, ça veut dire que les violences que tu subissais à l'école, et ça, c'est très profond ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je vais faire une comparaison. Quand tu parles de la violence que tu as vécue à l'école, que tes parents ne comprenaient pas, ils pensaient que c'est toi qui avais fait quelque chose. Ça me fait penser à un ami en secondaire 1, plus jeune, il se faisait intimider. Et son père ne comprenait pas, son père lui disait « Mais moi, je t'ai envoyé à l'école. Pourquoi tu me parles que tu te fais intimider? Je ne comprends pas ça. » Et il a dû amener une machette à l'école. Et quand ils l'ont arrêté, ils ont dit « Mais pourquoi? » Mais il a dit « Mais là, j'arrête pas de dire qu'on m'intimide, mais personne ne fait rien. » Donc, quand le père a pu reparler de ça plusieurs années plus tard avec son fils, il se sentait mal parce qu'il a dit « Si j'aurais peut-être compris quelque chose plus tôt, peut-être que j'aurais évité quelque chose à mon fils. » Mais est-ce que le père a mal fait? Non, parce que le père, je le comprends, il a dit « Moi, je t'ai envoyé à l'école. Pourquoi tu me parles quand tu es timide? » Mais en réalité, il y avait vraiment de l'intimidation qui prenait place. Donc, je suis content que tu mets ça en lumière pour montrer que même quand on ne veut pas mal faire, des fois, ça peut avoir des conséquences négatives et néfastes sur un jeune. Puis, oui. Mais je pense qu'on en a parlé aussi dans le podcast. Tu sais, les parents, là, ils veulent le bien pour leurs enfants. Effectivement. Mais des fois, ils ne savent pas comment. Et moi, mes parents, ils ont fait de leur mieux, OK? Est-ce que je leur en veux? J'ai pardonné, mais pendant des années, je leur en voulais. Et à cause je leur en voulais, mais je faisais des choses pour leur montrer que, hey, check, moi, je suis un voyou, c'est de ta faute. Ma mentalité, c'était ça. Puis comment tu interviens avec un jeune qui a ce manque-là, qui est peut-être pas capable de mettre le doigt dessus à un jeune âge pour dire « J'ai un manque dans ma vie, voici ce qui peut causer certains comportements, certaines réactions chez moi. » Comment on intervient avec ça et comment maintenant on guide la personne à travers tout ça? Parce que là, on parle il y a des jeunes qui peuvent agir de certaines manières, ils ne savent même pas pourquoi. Donc, je peux juste ajouter un petit quelque chose? Vas-y. C'est que non seulement, dans mon temps à moi, c'est que les professeurs, les directeurs d'école, ils ne faisaient rien pour moi parce que j'étais un Portugais. Moi, j'étais un immigrant pour eux, tu comprends-tu? Fait que j'avais pas la même... Moi, je faisais des mauvais coups avec mon voisin, là, qui était blanc québécois, là, cheveux blonds, yeux bleus. Là. On faisait des mauvais coups ensemble. On se faisait pogner. Moi, je mangeais de la... Puis lui, rien. C'était différent pour lui. C'était tout le temps, moi, le pas bon, parce que moi, j'étais un immigrant. Fait que j'étais vu comme une menace. Fait que moi, j'ai enregistré ça dans ma tête, comme quoi j'étais un pas bon, j'étais un violent, j'étais un ci, j'étais un ça. Fait que je dis, OK. Fait que mon cerveau, il a fait, ah oui, je vais vous le montrer, comment que je suis violent, comment je suis... Fait que l'intervention était pour moi dans mes années. Moi, je suis né en 71, OK? Dans les années 80, 70, 80. Il n'y avait pas la même mentalité qu'on a aujourd'hui, parce qu'on veut encadrer les enfants, parce que c'est important d'aider l'enfant à ne pas aller vers les gangs, vers la violence, peu importe ce qui n'est pas bon. T'sais. Moi, pour répondre à ta question, je pense qu'au niveau de l'intervention, lorsque tu veux intervenir avec un jeune ou avec quelqu'un en particulier, l'important, c'est de créer le lien. Avant toute chose, il faut que tu crées le lien avec la personne. Si tu ne crées pas le lien, tu n'auras jamais aucune ouverture d'esprit
pour être capable de discuter. Et je ne connais pas personne qui veut venir parler de sa tristesse, de ce qui lui fait peur à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, et moi, dans ma culture, moi je suis haïtien, dans ma culture, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'aller parler à n'importe qui, n'importe comment, de n'importe quelle chose, tu comprends? Donc, si je n'ai pas créé un lien avec toi, c'est sûr et certain que je ne vais pas te parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Premièrement, c'est la première base. Et c'est de comprendre que personne n'est obligé de créer le lien avec toi non plus. Okay? Donc, si on part sur cette prémisse-là, c'est que maintenant, j'établis une base, j'apprends à te connaître, je comprends ton histoire. Une fois que j'ai compris ton histoire, à partir de là, maintenant, je peux maintenant définir c'est quoi qu'il y a à travailler, qu'est-ce que je peux travailler avec toi. Mais si je ne connais pas ton histoire, ben, je ne peux pas savoir. Comme là, tu es en train de m'expliquer que tu subissais de l'intimidation, que tu n'avais aucune reconnaissance au niveau de l'école, que tu sentais abandonné au niveau de la structure, qui veut dire que ce soit la structure familiale ou que ce soit la structure scolaire. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche à se défendre, ce qui est le propre de chaque être humain. Okay? Donc, un être humain, n'importe qui va subir une agression, ben, un jour va se doter d'un couteau, va se doter de quelque chose pour être capable de se défendre. Pourquoi? Parce qu'elle va apprendre à dire, ben moi, je ne veux pas me faire agresser, c'est normal. Alors maintenant, comment on va accompagner nos jeunes à pouvoir, lorsqu'ils vivent certains défis, lorsqu'ils vivent certaines choses, ben qu'on les écoute. Et là maintenant, je vais un peu switcher, excusez-moi, un peu en créole aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, cette partie-là est vraiment, vraiment importante et que je pense qu'il faut que tout le monde comprenne. Il dit, et je vais réexpliquer en français par la suite, l'homme t'es petit, ok, maman, ma papa, moi, t'es qu'on a élevé, moi, à Montréal, comme si nous étions à Haïti, ok. Discipline, là, c'est ton discipline avec une rigueur qui était d'une main de fer dans un gant de velours. Papa, c'est un monde qui était très, 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 très disciplinaire. Mais nous avons vécu une série de bagages dans le quartier, hein, qui t'a fait que comme si l'homme vient parler avec maman, ma papa dans le quartier hein, pour t'expliquer que ça m'a vécu, il n'y a pas de comprendre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de voler comprendre, mais c'est qu'il n'y a pas de comprendre que nèg dans le quartier qu'on a bonne pression, que maman m'a déménagé dans un quartier qui était un quartier bleu pour arriver dans un quartier rouge, et puis depuis arriver de changer de quartier bleu pour aller dans un quartier rouge, mais juste ça a mis tout en problématique. Pas dans aucune gang de rue, mais du fait que comme si m'étais sorti dans un quartier qui était considéré comme bleu et qu'on a venu dans un quartier qui était considéré comme rouge, mais automatiquement à partir de là, ça vient une bonne problématique. M'étais venu en insécurité. Et maman, papa m'était tellement disciplinaire, c'est comme si j'étais continué à dire, je vais à l'école, je ne vais pas de l'autre côté. Il dit, si vous prenez route l'école, on rentre directement à la caille, vous ne pouvez pas supposer qu'il y a un problème. C'est qui est-on menti? Parce que chaque fois que vous êtes monté dans l'autobus là, vous avez un bon problème, vous avez venu, il a montré mes âmes, il a montré ceci, cela. Bon. Mais ça que je viens de développer la caille, moi, c'est que je viens de développer en sens que tous nos menteurs. À chaque fois, mon parent vient poser mon question, je vais un bagage qui est bien dans ma main, et puis moi-même, ça me pour me faire dehors. Et côté que je n'ai pas de appui dans mes parents, je chercher appui dans mes amis. Moi. Et puis, quand ça qui vient arriver, c'est que je marche avec un marteau dans le sac à dos, on tourne vu sa tête plate dans le sac à dos, et puis me dit, n'importe qui paraît souvent, ma femme tête ça. Je pas même mind, parce que ça qui vient arriver, c'est que j'étais tellement peur que comme si à la fin, et puis monde pas comprendre, ça me tape vivre, c'est que monde pas de protéger moi. Et arrivé à un certain moment donné, je suis venu tomber sur une intervenante qui était venu parler avec moi, qui était venu expliquer mon série de bagages, qui venu dire comme ça que ça m'a fait dehors dans l'arrière, lit pas bon, mais quand il y a venu, je vais l'expliquer au livre, il dit, tu prends temps pour t'étendre, ça me tape dit, pour t'étendre qui crête que m'te gagné, qui tristesse que m'te gagné, que l'école, c'est pas comme si que me pas de folle l'école, même pas t'intéresser l'école là, mais du fait que me pas t'intéresser l'école là, pas bail note. Et puis là on connaît des parents haïtiens, assez sourieux quand tu sors là, après des fait comparaison bagay ça yo. Mais là tu fait comparaison, moi même il vient faire mal, là il vient faire mal, qu'on a vient démontrer comme ça que on dit c'est vagabond mieux, m'a montre c'est plus gros vagabond que mieux dans Montréal. Mais arrivé à un certain moment donné, moi que ça m'a essayé de démontrer par exemple, non, c'est pas ça mieux. Et qu'à la fin, maintenant, je besoin de mettre un changement dans la vie, parce que je ne suis pas à l'aise dans ce qui a passé dehors. Et que là, qu'on y a là, tranquillement, pas vite, tu vois un monde qui vient aider moi pour me sortir de côté de et qu'on y a venu tout non intervenant, et qu'on y a fait même bagaille avec jeune. Fait que, moi, ça me dit, nous, c'est ouvrir l'esprit. Nous, là, si nous vient parler avec nous, apprendre à tendre, apprendre à écouter,
pas minimiser ça y a dit nous parce que si nous minimisons ça y a dit nous yo même yo pas le chercher on l'autre alternative pour yo venir régler problème nan et problème nan vient plus gros pour nous que au début si nous t'apprendre écouter si tout le monde dit nous comme ça comme si qu'il est dans la sécurité eh ben des fois peut-être nous marcher avec tout le monde dans l'école puis nous aller pour l'école pour nous demander qui ça pour mettre en place pour la sécurité nous sinon aller joindre un monde qui peut aller expliquer nous comme si tout ça qui a passé comme si pour aider nous avec jeunes mais pas courir mettre discipline sous jeunes pas courir dire bêtises pas courir nous connaît nous fatigués nous connaît que nous sortir dans travail l'école la pédérer nous pour nous dire nous ah oui il pas fait ci il pas fait ça il pas fait ci il pas fait ça ça vient peser sur nous tout mais essayez pour un recul essayez d'arriver sur tout le monde avec une ouverture d'esprit pour nous attendre pour nous parler avec elle donc grosso modo ce que j'expliquais c'est que moi quand j'étais plus jeune j'ai eu des problématiques avec le fait que comme si mes parents ne comprenaient pas qu'est-ce que je vivais au niveau du quartier. Mes parents ne comprenaient pas que j'étais en insécurité parce que je sortais d'un quartier bleu puis je m'en allais habiter dans un quartier rouge. Mais mes parents venaient de se séparer, moi je venais d'avoir 12 ans. Donc pour me protéger, j'ai dû me prendre un marteau, un tournevis à tête plate puis le mettre dans mon sac à dos pour juste me promener pour aller à l'école ou pour ce genre de choses-là. Mais c'est un peu dans tout ce que tu disais, c'est qu'on sentait une insécurité, on voulait se protéger, mais on ne savait pas comment le faire. Mais c'est de dire aux parents d'ouvrir leur esprit pour être capable de pouvoir aider leurs jeunes et être capable de les accompagner. Et on va réduire les incidents armés comme ça parce que juste avoir une écoute beaucoup plus attentive, moi je pense que c'est quelque chose qui peut aider les jeunes. Oui, j'aimerais ça que vous puissiez, nos deux panélistes, donner un mot de la fin avant qu'on permette aux gens s'il y a des questions dans la salle, bien sûr, ne soyez pas gênés. Vous pouvez avoir un mot de la fin par rapport à ça, s'il vous plaît. Moi, l'affaire, une des choses, moi, qu'aujourd'hui, je comprends, parce que, tu sais, j'étais jeune, je ne comprenais rien, là, comprends? C'est que chez nous, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de bonne communication. Ma mère criait. Puis après ça, elle ne nous parlait pas pendant une semaine. Puis après ça, elle nous reparlait comme si rien n'était. On ne réglait jamais rien. Fait que moi, j'ai appris à... Ça, c'est un moyen de violence. Fait que moi, j'ai appris la violence comme ça. À la maison, au début, c'est crier, pitcher des manettes, pitcher mes souliers à travers la vitre. Après ça, aller dans la rue, me battre. T'sais. Fait que le problème de communication chez nous était vraiment grave. Puis j'ai dû apprendre à communiquer comme du monde. T'sais. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je vais te dire, ma mère, là, en grandissant, là, elle a trouvé des armes dans ma chambre. Là. Mais tu sais, des couteaux, un moment donné, un revolver. Un moment donné, elle a trouvé un 12. J'avais un 12 coupé en dessous de une tablette. Là. Puis, elle ne m'a jamais rien dit. Elle l'a pris, elle l'a caché, elle l'a jeté. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec. Fait que moi, je fais comme, OK, cool, je ne suis pas dans le trouble. Ils l'ont la mine. Fait que je vais juste le cacher ailleurs la prochaine fois. Mais ma mère ne parlait pas. Me dit, tu sais, moi, j'aurais eu besoin de discipline. J'aurais eu besoin d'une bonne tape en arrière de la tête. Tu sais, une couple de fois, là, tu sais, pour vrai. Puis, fait que moi, mon éducation, je l'ai faite sur la rue, je l'ai faite en écoutant des films violents, tu sais. Puis c'est ça, le problème, moi, je peux juste parler pour moi, là, c'est qu'il n'y avait pas de communication chez nous. Donc, le problème, on le met en dessous du tapis, on le règle. Moi, souvent, j'allais me geler, ou j'allais boire, ou j'allais coucher avec des filles. Des fois, c'était ça, c'est le sexe, tu sais, la drogue, le sexe, la violence, tu sais. Je me sentais pas bien, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Je ne savais même pas comment te dire. Tu me demandais, Eddie, qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas. Je suis juste tout le temps fâché, je suis tout le temps anxieux, j'haïs tout le monde, parce que je ne m'aime pas aussi, tu sais. Fait que, tu sais, la communication, c'est... Tu sais, moi, j'ai une relation avec ma fiancée on a une communication incroyable. Communication incroyable. Moi, je suis transparent avec elle. Je n'ai jamais été transparent de même avant, tu sais. Puis ça règle tout. Tu sais, des bons coups, des mauvais coups, t'en parles, tu sais. Chez nous, c'est ce qui manquait le plus, c'est la communication, tu sais. Il ne faut pas avoir peur. Fait que moi, je faisais ce que je voulais. Tu sais, j'avais peur de la conséquence, mais la conséquence n'arrivait jamais. Comprends-tu? Je vais te taper si tu fais ça. Ah oui, c'est ça. Tu ne me tapes jamais. Donc, si on veut terminer, puis bien conclure, parce que j'essaie de résumer le tout, parce que c'est vraiment un échange qui est super riche. Je pense que la communication est un élément qui est super important qu'on a mis de l'avant. Il y a aussi l'implication des parents dans la vie des enfants, dans le sens que de développer ce lien
on pourrait dire cordial, oui, disciplinaire, parce qu'il faut mettre quand même des balises, c'est-à-dire il faut donner des limites aux enfants, mais aussi être capable de communiquer avec eux, de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, il y a ce volet-là. Et puis, comprendre aussi que les jeunes aussi ils vivent des difficultés. Donc, moi, vous avez parlé beaucoup d'anxiété, de peur. Bert a parlé aussi de sa situation. Donc, il y a beaucoup la peur, tout ça. Puis, il y a aussi le besoin de se connecter au Père. Donc, pour pouvoir justement aller chercher cette espèce d'amour et d'appréciation. Donc, pour les parents, c'est important. Pour nous, en tant que parents, la plus important, pour nous connaître que faut nous bailler appréciation et tout. Souvent, nous parler avec nous de ça. Donc, il y a besoin de ça, communiquer avec eux. Donc, c'est sûr qu'il faut nous bailler discipline, mais il faut nous pas seulement parents qui baillent discipline, mais il faut nous parents tout qui proche de nous pour nous prêt pour nous tendre. Donc, ouais. Moi, pour finir, là, moi-même, mon bagage qui était sauvé, ma pile, c'était l'amour, maman. OK? Parce que je te mettre, moi-même, pas de peur police, pas de peur dans la rue, pas de peur rien. Mais seul mon qui peur, c'était papa avec maman. OK? Et puis, de ouais que je suis en prison, puis ouais, avec mes notes dans le bras, moi, je pense que ça t'a tué maman. Et c'est ça qui fait que, comme si je venu changer de directive et voir que comme tu prends. Fait que moi, je toujours pensé que si nous baillons l'amour, en pile l'amour et on base de valeur, même si Timon a fait, excusez-moi, deux mots que je vais utiliser, même si Timon a fait une série de bagages dans la rue, la provine à la base, pourquoi? Parce que base est bon. Mais si nous toujours un peu dire ou bêtises, faire une série de bagages, il a intégré ça dans la tête en pensant que c'est ça, et il a démontré nous qu'il y a bon dans ça que nous disons, suspendre, proclamer mauvais bagages sur la vie de Timon, apprendre à proclamer positivité sur la vie de Simon et je pense que ça a tout la paix de nous dans le bagaille. Donc, essayer de proclamer un peu plus de positivité sur la vie de nos enfants, d'être capable de leur démontrer de l'amour réellement. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est de l'amour qui va faire que comme c'est éventuellement, plus d'amour on va donner à nos enfants, plus on va être capable de les sortir de où est-ce qu'ils sont, puis de les amener vers quelque chose de plus droit. Donc, de leur donner beaucoup d'amour. Parce que moi-même, en tant qu'intervenant, je vais vous dire que ce qui marche pour moi, c'est l'amour que je donne à mes jeunes. Je ne les traite pas comme s'ils étaient un numéro, mais comme des êtres humains. Donc, si on réhumanise nos enfants, mais vous allez voir qu'ils vont prendre conscience de leur communauté aussi et ils vont vouloir prendre soin de vous comme nous prenons soin d'eux. On voulait voir avec vous, est-ce que vous auriez peut-être des questions ou est-ce que c'est venu vous chercher à quelque part, si vous auriez des commentaires, quelque chose à ajouter, vous, en tant que public, parce que vous nous avez écoutés, nous tendez-nous, mais est-ce que nous avons des questions, est-ce que vous avez des bagages qui étaient venus chercher nous, est-ce que vous avez des bagages nous t'arrêter, mais dis-nous, pour nous peut-être qu'on ait un petit dialogue avec nous, peut-être avoir un dialogue avec vous. Vous pouvez poser la question en français ou en créole, il n'y a vraiment pas de problème. Oui. D'accord. Monsieur Melo? Eddie. Oui. Bon, moi, je me présente, je suis une maman que j'étais... mon fils, il a passé des moments très difficiles. Ça a été très difficile pour moi aussi. Mais j'ai trouvé des solutions parce que j'ai pas peur d'aller demander de l'aide. Et puis j'ai demandé de l'aide, je suis allée voir les policiers. Moi, j'ai vraiment fait ce que je pense que je devais faire. Puis, il y a une chose qui, quand vous avez parlé, et ça m'a vraiment fait sentir que c'est vraiment ça que mon fils a passé, parce que vous dites que vous savez que ce n'était pas bien ce que vous faites, mais parce que vous n'étiez pas bien à la maison, ça vous continuez à faire des mauvais choix, des mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté? C'est quoi le déclic de tout ça? Parce que c'est quand même pas facile. Parce que moi, en tant que maman, j'essaie de voir comment comment je vais faire pour aider mon fils. Et à date, je frappe du bois, puis ça va bien. Mais comme maman, là, et comme personne que moi, je vous ai entendu, que ça m'a fait du bien d'entendre ça pour aller chercher d'autres ressources. Qu'est-ce que je fais avec une situation que vous avez passée, que moi, en tant que maman, je devrais faire? Mais premièrement, là, bravo. Oui. Parce que vous êtes une mère engagée dans la vie de votre enfant. Moi, mes parents ne l'étaient pas. Okay.
OK? Donc, ça m'a pris des années, des années à me sortir de cet enfer-là. Tu sais, puis quand je dis cet enfer-là, aujourd'hui, je vois que c'était l'enfer, mais quand j'étais dedans, tu sais, j'étais correct. Comment, tu sais? Je savais pas que j'avais un mal de vivre encore, tu sais. Donc, qu'est-ce que... Moi, il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai essayé de changer. Mais ça a pris du temps. J'étais allé faire des thérapies. En fait, la première thérapie que j'ai faite, c'est parce que c'était ordonné par la cour. Donc, je suis allé en thérapie, signe mon papier, tu comprends? Je n'étais pas engagé dans ma thérapie. Tu le faisais juste pour finir avec ça. J'ai besoin de le faire. Je suis légalement, je dois le faire ou je retourne en prison. OK. Par contre, j'ai entendu quelque chose dans mon subconscient. Des années plus tard, j'ai vécu des choses, puis je me suis rappelé de la thérapie, qu'est-ce qu'il avait dit. Puis c'était une question de gérer ses émotions. Moi, les émotions que j'ai apprises dans le temps, c'est je suis fâché ou je suis très, très fâché. Mais pas dans ces mots-là. Hein? Donc, je suis allé faire... juste le fait que tu parles à tes enfants, à ton enfant, il l'entend. Tu sais, moi, mes parents ne me disaient rien. Donc, je suis allé chercher de l'aide à un moment donné où je n'étais plus capable. Je me droguais. Je ne voulais plus me sentir. Puis des fois, je consommais de la drogue. Pendant que je consommais, j'étais comme « Ah, qu'est-ce que je fais? » Mais c'est ce que je savais faire, pour tout geler. Mais à un moment donné, je dois aller chercher de l'aide. Fait que je suis allé chercher de l'aide par moi-même, mais la semence avait été plantée dans un truc de thérapie que j'étais même pas conscient qu'il se passait quelque chose. Donc, mais à un moment donné, c'est que moi, après des années, j'étais tanné. J'étais tanné d'être moi. J'étais tanné d'être un bum. Moi, j'étais un bum, comprends-tu? Je voyais plein de monde plus jeune que moi qui réussissait, qui était bien. Puis j'étais comme, Puis j'étais jaloux. Mais pas jaloux de ce qu'il y avait, mais jaloux de comment ça, moi, je suis une merde. Moi, j'étais un bum, là. C'est un mot très soft à comparer de ce que j'ai le goût de dire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Fait que j'ai continué les thérapies, faire des changements, changer mon entourage. Le truc, c'est que je retournais tout le temps. Mais j'avançais, je changeais. Petit à petit. Pardon? Tu avançais petit à petit. Petit à petit. Puis il y avait aussi la compréhension. Des fois, je faisais des thérapies, là. Je vais donner un exemple. Je faisais une thérapie intensive d'une fin de semaine. J'entendais, puis je trouvais ça bon. J'étais comme, c'est bon, qu'est-ce qu'il dit? Mais je n'étais pas capable de l'intégrer. Je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit avec ce qu'il me disait. Mais ça m'a pris 3 fois, parce que j'y retournais, jusqu'à temps que ça fasse comme, OK. Juste peux dire quelque chose vite. Ça veut dire que, comme on vous a dit, on vous a félicité parce que vous êtes déjà engagé. Et je crois que tu soulignes quelque chose qu'il faut prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Garder espoir dans la tempête. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, la personne ne va pas changer tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas changer. Mais c'est de garder espoir malgré que les choses ne sont pas en notre faveur. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Mais je vais vous répondre, je vais dire quelque chose que vous dites, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est vraiment ça. Moi, j'ai le désir de changer aujourd'hui, mais ça va me prendre 20 ans. Mais c'est ça, moi, ça m'a pris 20 ans, 30 ans de thérapie et d'observation de moi-même, puis de me connaître, je ne me connaissais pas. Il a fallu que j'aille en prison. Okay, moi, je suis allé en prison fédérale, puis je dois le dire ça parce que c'est ce qui... toutes les thérapies que j'ai faites et tout, c'était super bon. Sauf que pourquoi je retournais tout le temps dans la rue? Pourquoi je retournais tout le temps dans mes vieilles habitudes? Il me manquait un morceau très important dans mon casse-tête, là, c'était Dieu. Quand j'étais en prison, j'ai trouvé Dieu. Et Dieu, c'est la colle qui tient tout ça ensemble pour moi. Tout. Fait que c'est ce qui me manquait toute ma vie, c'était ça. T'sais. Moi, je voulais juste faire du pouce avant que maman puisse parler. Je m'excuse, mais justement, on avait une question là-dessus, mais je pense que ça va être important aussi. Puis, parce que se connecter aux sentiments, nous, on est des femmes, fait que se connecter aux sentiments. Alors, j'irais te poser la question, c'est quand le premier moment où tu t'es senti coupable? Parce que des fois, juste ça peut craquer. On parlait de trouver une craque puis rentrer dedans. Tu sais quoi, moi, là, j'ai eu plein de conjointes. Okay? Je les ai toutes trompées. J'avais une conjointe qui restait avec moi pour les raisons qu'elle avait. Puis je la trompais tout le temps. Puis, à un moment donné, elle m'a laissé. Puis là, je voyais, tu sais, c'est niaiseux, là, comme
elle t'a laissé. J'ai vécu pire que ça, là, mais ça m'a fait prendre conscience de, qu'est-ce que je fais, man? Est-ce que j'ai du respect pour les autres? Est-ce que j'ai du respect pour ma blonde? Est-ce que je me respectais pas, je m'aimais pas, je peux pas aimer ou respecter quelqu'un d'autre. Fait que ça a été un moment où je me suis senti comme, j'ai de l'air d'un gars cool, j'ai de l'air d'un gars à l'aise. Non, mais en dedans, là, je me sens vide. J'ai une femme qui m'aime, mais je décide d'aller ailleurs. Parce qu'il y a encore un manque tout le temps. Fait que je ne sais pas si c'est ça si ça répond. Oui, ça bien, répond très bien parce qu'il y a comme un déclic, puis on parle justement de déclenchement, parce que des fois, c'est vraiment d'aller chercher ce déclencheur-là. Mais excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, je voulais aussi dire, quand on vous écoute, ça fait du bien parce que pour moi, ça va me faire continuer à mon travail de mère. Et vous avez dit tantôt quelque chose, c'est que pourquoi ça a pris du temps, c'est pas parce que votre grand-mère vous aimait pas, c'est juste qu'elle ne parlait pas. Dans ce temps-là, nos générations de nos mamans, c'était très difficile de parler, c'était plus d'écouter, puis c'est tout. Puis de ne pas regarder les yeux baissés. Mais ce que je peux juste dire, en tant que maman haïtienne, et que je suis tous les mamans ici ou les gens ici, que moi, mon fils, j'ai passé des moments très difficiles, puis je ne sais pas si vous aussi, vos enfants, mais la seule chose que je peux vous dire, ne vous découragez pas. Ce n'est pas facile, c'est très difficile, mais je pense que je suis dans la bonne voie. J'aide mon fils parce que la dernière fois, j'ai vu dans son regard qu'il veut changer. Et c'est un fils pourquoi que je continue à l'aider, c'est qu'il ne m'a jamais dérespecté. Il ne m'a jamais désobéi, il ne m'a jamais montré de la violence. Et j'ai vu que c'était plus par rapport qu'il l'a fait parce qu'il se cherchait, puis il veut des amis. À 15-16 ans, ça cherche des amis, puis c'est influençable. Puis moi, pendant un temps, je me suis mis comme maman très haïtienne, pourtant je suis née ici, mais à la fin, je me suis baissée pour être comme son niveau. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, être dans le même niveau, d'essayer de comprendre pourquoi. Puis la dernière fois que je suis allée, ça c'est un petit peu d'extrait de ma vie, mais c'est pour vous montrer que qu'est-ce que monsieur a dit, c'est vrai, il y a un moment que ça va déclencher. Parce que le moment pour mon fils que ça a déclenché, c'est il n'y a pas longtemps, c'est quand il était allé au tribunal et le juge m'a fait parler. Et justement, j'ai parlé, le juge lui a fait mentionner de ce qu'il a fait, ses bêtises, et puis le juge m'a demandé, moi, en tant que parent, qu'est-ce que j'en pense de ça. Et pourquoi je me lève aujourd'hui de vous parler, c'est que moi aussi, je lui ai dit au juge, je suis déçue de mon fils, parce que c'est un enfant que j'ai mis dans l'école privée, et que toute maman haïtienne, vous savez, on fait tous les efforts pour mettre nos enfants dans une bonne école, pour qu'ils aillent mieux, pour que demain, ils soient les meilleurs, parce qu'on veut que tous nos enfants soient meilleurs. On sait, toutes les mamans ou papas va souhaiter ça pour ses enfants. C'est ce que j'ai dit à la juge, je suis dessus de mon fils. Mais par contre, mon espoir, c'est que je sais qui est mon fils. Il n'est pas un bandit, il n'est pas un méchant, il n'est pas un violeur, il n'est pas un voleur. Et ça, en tant que maman, je le sais, parce que j'ai donné la bonne éducation. Ça veut dire qu'il va prendre ses responsabilités, je vais l'accompagner dans ses responsabilités, mais je ne vais pas le laisser tomber, parce que j'ai pas un mauvais enfant. Ouais. Et ça, exactement. Je veux vous dire ça, les mamans, il faut croire en vos enfants, même quand les moments sont difficiles, où les gens veulent vous faire croire que vos enfants ne sont pas bons. Non, c'est parce que ils veulent juste se faire démarquer des amis. Parce que malheureusement, c'est comme des fruits on achète, il y a toujours un pas bon vraiment. Et ce pas bon-là, c'est lui qui pourrit tous les autres. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas vos enfants, et comme il l'a bien dit, communication, c'est la clé. Et ce que j'ai appris avec le temps, je n'étais pas comme ça, je vous dis que je parle là. C'est vraiment par rapport à les situations de l'aide que j'ai demandé. Et je me suis abaissée et je vois le résultat. Aujourd'hui, je lui ai demandé de venir. Il m'a dit non, maman, je ne veux pas, parce qu'il ne se sent pas encore prêt. Mais j'ai senti la sagesse qu'il a compris qu'il était il était dans les bêtises et qu'il ne doit plus faire ça, puis qu'il va aller de l'avant. Et il voit aussi ses deux autres frères, son frère et sa sœur, qui, eux, ils sont sportifs, ils sont épanouis et tout ça. Et je pense que ça motive. Motivez vos enfants. Il y a une chose en tant que maman haïtienne, le monsieur l'a bien dit encore, il ne faut pas décourager les enfants de dire des mauvaises choses. Nous autres haïtiens, nous remettons des bêtises, nous remettons tof. Il ne faut pas, il faut encourager. Et ça, c'est une chose que j'ai appris avec le temps, parce que je n'étais pas comme ça. Je suis une maman haïtienne qui niaise pas. Mais j'ai compris que nos enfants ne sont pas comme nous.
Ils ont besoin de motivation, dire qu'on les aime, on t'aime, je crois en toi. Ne fais pas ça. Moi, il y a une chose aussi que moi j'ai fait, je pense que ça a aidé mon fils, c'est aller chercher sur YouTube des exemples. Moi, ce que je faisais, j'allais chercher des exemples sur YouTube, des gens qui fumaient, qui droguaient, et puis ils ont perdu la vie, puis c'était des gens extraordinaires. Et ça a aidé mon fils. Et le dernier que j'ai tombé, puis ça m'a tellement... je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est deux juges, qui étaient jeunes quand ils étaient à l'école, et puis il y en a un qui a changé de voie, et l'autre, la fille, elle a décidé de prendre la voie pour être juridique, pour être un jour, maintenant elle est juge. Et puis, un jour qu'elle va trouver pour juger, c'est son propre ami quand ils étaient enfants. Ça veut dire que j'ai montré à mon fils ça, c'est pour montrer que la vie, ça peut changer. Quand vous êtes jeune, ça va bien, tout va bien à l'école, et puis tu dérapes juste pour une affaire d'une amitié, et on change, puis tu prends la prison, et puis tu ne changes pas. Fait que ton choix, ce n'est pas les amis, c'est toi. C'est ta vie. C'est ce que j'essaie de dire à mon fils, c'est sa vie. Moi, je ne suis pas là. Moi, je peux l'accompagner dans sa vie, mais je ne pourrais pas prendre ses défaites, ses problèmes. Fait que je lui ai dit, si tu veux ta vie rester en prison, c'est toi qui vas le savoir, c'est toi qui vas être dans l'ignorance, c'est toi qui vas passer ces moments difficiles. Moi, je vais juste pleurer, mais je ne peux rien faire pour toi. Exact. C'est un très beau mot de la fin, maman. Puis oui, ça, c'est vraiment un beau message, justement. Oui. Continuez à vous battre pour vos enfants, s'il vous plaît, parce qu'on a des bons enfants, ils sont bons au basket, ils sont bons au sport. Moi, quand je les vois, là, je vois mon fils, je suis émue de tous les enfants parce que je suis éducatrice. J'aime tous les enfants des gens. J'aime pas juste mes enfants, j'aime les enfants des gens. Fait que passez du temps avec vos enfants. Excellent message d'espoir. Merci beaucoup. Il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas lâcher les enfants. C'est comme ça qu'on clôt ce premier segment-là. Vraiment, là, c'était super touchant et impactant. J'espère que ça vous a fait ce même effet-là. À en juger par vos yeux, là, je pense que oui. Merci beaucoup, merci. Merci. Donc, pour le deuxième segment, OK, maintenant, c'est quelqu'un avec une folle histoire et que maintenant, je peux dire que c'est un collègue, un frère. C'est quelqu'un qui a même un livre à son actif et il va pouvoir en parler un peu plus en détail. Mais s'il vous plaît, faites du bruit pour Ziad Aradi, s'il vous plaît. Yes. Merci. Yes, yes. Vraiment contente de te recevoir. Donc, on va se mettre, justement. Alors, ce segment-là est super intéressant. Donc, on parle d'un tournant social. Donc, l'impact de l'environnement, des amitiés, du quartier et de la société dans le volet de la criminalité. Moi, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir parler de ce volet-là parce que souvent, c'est ça, on a parlé de ça un petit peu. On a parlé que ça pouvait avoir de l'influence, mais là, on veut aller plus en profondeur par rapport à ces sujets-là. Parce que souvent, nous tendons des petits mounios, il y a traîné dans la rue, il y a des amis, société, il y a une série de musique. Alors, est-ce que ça a un impact? Parce que, bon, il y a rapicite, mais bon, Haïti, c'est rabot d'Haïti, c'est haïtien, c'est cette musique, ça y est, qu'on voit dans la vidéo, clip, ou sous vidéo. Donc, est-ce que ça a un impact sur ces mounios? Donc, c'est de ça qu'on a discuté. C'est de ça qu'on va discuter maintenant. Alors, ouais, je passe à balle. Merci. Donc, comment ça va, Ziad? Ça va bien, merci. Est-ce que c'est ouvert? Oui, ça va bien, merci. Yes. Donc, merci d'être là avec nous. Quand on a fait notre entretien pour le podcast, tu as parlé de plusieurs points importants, mais je sais que tu m'as dit que toi, tu étais quelqu'un de très compétitif, très sportif, que tu aimais beaucoup le sport, OK? Est-ce que tu peux me parler de comment le sport a eu un impact positif dans ta vie et également la non-reconnaissance de ton talent dans le sport, comment ça t'a impacté, s'il vous plaît? La non-reconnaissance de
de mes parents, parce que la reconnaissance, j'en avais d'autres parents, mais celle qu'on recherche à un certain âge, c'est celle de ses parents. Tu sais. Puis on ressent ce manque-là quand on voit les parents de d'autres qui sont là, qui viennent supporter leurs enfants, puis qui disent Ziad, t'es bon, comment ça, sont où tes parents? Puis tu ressens comme un peu de honte par rapport à ça. Tu te dis, pourquoi moi, mes parents ne viennent pas? Je suis bon, j'ai jamais d'encouragement. Au contraire, moi, mes parents, ils me dissuadaient de faire du sport. Pour eux, c'était une distraction aux études. Les études, c'est ce qui t'éprimait, puis tout ce qui venait à côté, c'était des distractions. Alors, non seulement ils ne m'ont pas supporté, mais ils m'ont complètement dissuadé des sports. Hein. Mais souvent, son bagage qui qu'on rive, il dit que, pas qu'on si nous bien entendez, hein, mais il dit que parents, t'es qu'on dit pas faire sport. Ses parents lui disaient de ne pas faire du sport. Ça veut dire que... c'est quel sport encore? Ça, ce qu'on a dit, c'est que sport, son distraction. Bon, pas les créoles. Sport, son distraction, et puis c'est l'étudio qui se posait primer. Ça veut dire tout ça qu'on a fait, qui pas en lien avec l'étudio, il n'y a pas d'accord avec elle. Et moi, je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas... Edouard Renjou ne représente pas tout le monde. Par contre, le sport, moi, ça m'a beaucoup aidé. Le sport, ça a été un outil qu'on a utilisé pour me sortir de la rue. Donc, la discipline, l'encadrement, la fraternité que tu peux retrouver. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne parle pas, mais c'est normal d'avoir une gang d'amis. Le mot gang en tant que tel n'est pas nécessairement mauvais. On peut avoir un groupe d'amis. Je suis avec ma gang, je suis avec mes amis. Et dans mon cas, j'avais ma gang sportive. Et ma gang sportive, on était axé sur des bonnes choses, des choses positives et productives. Et il y a une certaine discipline que tu as besoin quand tu fais du sport. Tu as besoin d'apprendre à travailler en équipe, tu as besoin d'apprendre à être à tes affaires, tu as besoin d'être juste discipliné. Donc, d'avoir pu jumeler école et sport, moi, personnellement, ça m'a aidé et j'en connais une tonne de personnes que si ce n'était pas du basket, du football, name it, ils n'auraient pas eu d'opportunité et ils ne se seraient peut-être même pas vus sous des bonnes lunettes. Parce que je ne sais pas pour toi, comment ça travaillait ta confiance en tant que jeune homme de savoir que tu étais bon dans quelque chose. Là, dans ce cas-ci, on parle du sport, le soccer. Comment ça a travaillé ta confiance de savoir que tu performes dans quelque chose et tu aimais ça? C'est tout. Je veux dire, ton estime de soi est montée. Tu sais, dans un dessin compétitif, tu réussis à exceller puis à faire ça avec des coéquipiers, tu sais, dans un contexte d'équipe. C'est pour ça que j'ai toujours dit le sport. S'il y aurait une chose qui aurait pu me sauver à un jeune âge d'aller dans cette trajectoire-là, ça aurait été le sport, puis pas nécessairement à réussir professionnellement. Ça me regardait à l'école. Ça aurait été une avenue. À travers le sport, je serais resté à l'école parce que je réussissais bien à l'école. Puis c'est juste que l'intérêt n'était pas là, tu sais. Alors, à travers ça, on parle de sport. Alors, est-ce qu'il y a un coach, un prof ou un intervenant qui t'a marqué dans ton parcours? Puis si oui, est-ce que tu peux nous en parler? En particulier, non. Des personnes qui m'ont plus marqué, parce qu'il faut dire que je suis rentré dans le système, dans les centres de jeunesse à un jeune âge. Puis après ça a été la prison. Alors moi, ma cascade, comme je ne sais pas si je vais avoir l'opportunité d'en parler plus tard, c'est fait dans un court laps de temps. Puis c'est un message que j'aime dire aux parents de ne pas négliger parce que le tournant peut être pris assez rapidement. Moi, ma déchéance s'est faite dans une fenêtre de 4-5 ans. 4-5 ans, c'est rien dans une vie, mais ça m'a coûté les 27 prochaines que j'ai passées en prison. Alors, ça peut déraper très vite, puis il faut être à l'écoute de tous les signes que nos enfants vont nous donner. Là. Donc, comme tu as dit, 4-5 années à prendre une route que maintenant tu questionnes, à savoir à quel point ça a été bénéfique. 4-5 ans sur une mauvaise route, ça t'a coûté 27 ans de ta vie. En fait, ça m'a coûté le restant de ma vie parce que les conséquences, je vais les assumer le restant de mes jours. Tu sais. J'essaie juste de faire du mieux maintenant parce que j'ai réussi à émerger de tout ça, puis il n'y avait aucune garantie que j'allais sortir de prison un jour. Alors, ouais. Puis, OK, si je te demande par rapport à ça, parce que tu dis que les conséquences, tu les vis à tous les jours, par exemple, le restant de tes jours, par exemple, OK?
parle de comment toi, tu as endossé ta responsabilité, mais comment maintenant aussi la responsabilité de tous les acteurs de te fournir des outils pour vraiment pouvoir changer ta vie. Fait que là, maintenant, il y a Ziad que moi, je reconnais que j'ai besoin de changer ma vie, mais qu'est-ce qui a été mis à ta disposition pour te permettre de vraiment prendre le tournant? Pour moi, ça a été un peu plus difficile parce que ma prise de conscience puis le changement de mon mode de vie s'est fait à l'intérieur de prison alors que je purgeais déjà une sentence à vie. Alors, il fallait que je jongle avec cette prise de conscience-là puis concilier ça avec le fait que je vivais en prison. Là, mon environnement ne changerait pas. Tu sais. Alors, il fallait que je change dans un environnement qui n'était pas propice à ça, qui rendait les choses un peu plus difficiles. Il fallait que j'aille avec délicatesse parce qu'en prison, tu as d'autres lois qui régissent. Là, tu ne veux pas être perçu comme le gars qui a changé, qui est soft ou qui potentiellement peut être un informateur ou quelque chose comme ça. Alors, c'est délicat. Alors, il a fallu que je jongle avec ça, tu sais, puis que je trouve ma façon d'émerger. Nice, OK, parfait. Puis, si maintenant que tu es en dehors des murs, tu es réhabilité, tu œuvres avec les jeunes, OK? Qu'est-ce que tu vois, toi, qui est la responsabilité de l'école, la communauté? Tu travailles pour un organisme communautaire. Comment tu vois ça? L'institutionnel, le communautaire, l'école. Comment tu vois la responsabilité de chacun dans le développement d'un jeune? Tous portent une grande responsabilité. Tous ceux qui sont en contact avec ces jeunes-là au quotidien de différentes façons peuvent potentiellement ont un impact, mais peuvent avoir des impacts majeurs dans la vie de ces jeunes-là. Tu sais. C'est une grosse responsabilité. Comme Bert disait, tu sais, tout part du lien de confiance. Hein? Alors, à travers tout ce réseau de personnes qui interviennent auprès de ces jeunes-là, professeurs, tout, il y a forcément une personne qui va réussir à tisser ce lien de confiance-là. Puis c'est d'être à l'écoute de ces jeunes-là, puis de leurs préoccupations, puis de les accompagner. Puis des fois, il n'y en a juste pas. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour les supporter dans leurs bonnes actions. Ouais. On parle souvent des jeunes qui vont mal, mais aussi qui vont très bien. Puis effectivement. On ne peut pas les perdre. Il faut continuer à les supporter puis à les pousser dans la bonne direction. Là. J'aime ça. Et il y a quelque chose par rapport à la prochaine question. Je me souviens que dans le podcast, tu as mentionné que, puis ça c'est tellement vrai ça, parce que tu as dit, je vais paraphraser, OK? Tu as parlé du moment où est-ce que tu t'es questionné à savoir, est-ce que la loyauté que je mets dans mes activités ou dans mon groupe, est-ce que je la retrouve chez mes camarades? Parce que toi, tu m'as parlé de comment tu sentais qu'il y avait un brotherhood, il y avait une fraternité. OK? Et comment maintenant ça joue un rôle ou pas dans tes décisions, dans ton mode de vie, de savoir que les gens que j'ai autour de moi, que je considère comme mes frères, je pense que je serais prêt à aller loin pour eux et je pense qu'eux aussi seraient prêts à aller loin pour moi. Comment ça peut peser sur la balance décisionnelle quand tu es face à ton mode de vie ou quand tu es face à des situations? Bien, dans ce mode de vie-là, à cet âge, je me transporte à un jeune âge, bien entendu. Les amis, c'est les personnes les plus importantes dans nos vies. Tu sais. On passe l'essentiel de nos temps avec eux, on s'influence d'eux, on s'auto-influence même. Tu sais, on est ensemble tout le temps, puis on voit des mêmes yeux, si on veut. Alors, encore une fois, tu sais, aux parents, c'est d'être vigilants, puis d'apprendre à connaître les amis de nos enfants. Tu sais. Et ça, c'est très important. Et puis, moindrement qu'il y ait un doute, d'en parler avec eux, mais pas de les réprimander, puis tu ne vois pas lui. C'est d'ouvrir un dialogue. Les jeunes, surtout les ados, ils ne veulent pas se faire dicter des choses. Alors, c'est de discuter avec eux, puis les amener, eux, à prendre la bonne décision en plantant des graines et puis en discutant avec eux. Puis en intervention, tu peux le remarquer que la société, on parlait de musique, on parlait aussi de l'impact des amis, ça tu en parles déjà, mais est-ce que tu sens que c'est vraiment... Comment est-ce qu'on peut justement contribuer en tant que société, puis même pour les parents aussi,
qu'est-ce que toi, tu nous as expliqué un petit peu par rapport à ton parcours, comment, si tu avais eu cet appui-là de tes parents, cette compréhension-là de tes parents, ça aurait pu t'aider. Mais maintenant, comment on pourrait comme parer à la problématique justement de la pression des pères, etc. Comment les adultes autour des jeunes peuvent contribuer à effacer cette problématique-là ou la contrer, on pourrait dire. Juste dire vite, c'est tellement délicat. Tu ne veux pas être vu comme un snitch, tu ne veux pas être comme celle qui rapporte, tu ne veux pas avoir cette étiquette-là, mais en même temps, tu veux que quelque chose change dans ta situation. Fait comment manœuvrer ça avec délicatesse? C'est très délicat, puis je pense qu'il n'y a pas de formule qui s'applique dans tous les cas. Tu sais, je pense qu'il faut s'ajuster puis être à l'écoute de la problématique spécifique, puis s'adapter à cette problématique-là. Tu sais, si on aborde ça avec une prétention que, OK, s'il y a tel genre de problème, ben c'est ça la solution. Non. Chaque jeune est un individu. Chaque jeune a ses propres enjeux avec des personnes spécifiques et aussi. Alors, il faut être capable de s'adapter à ça puis d'aider à guider les jeunes pour faire les bons choix, tu sais. Donc, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un one size fits all. Ça veut dire qu'il n'y a pas un vêtement qui va être bon pour tous les jeunes. Et ça, c'est important de le dire. Chaque parent, chaque enfant, parce que au cas fait 2 timounes, vous pouvez faire 2 enfants, puis chaque timoun différent. Et souvent, il y a des parents qui vont dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Les mêmes me disent, fait tel bagage, depuis me dit, les fait, puis ça me dit, tout ça me fait pour le faire tel bagage, il pas les fait. Mais chaque enfant est différent. Exact. Donc, c'est vraiment trouver une façon, être flexible et s'adapter. C'est une question d'adaptation. Chaque timoun a une personnalité pâle. Et éviter tout. Est-ce que la comparaison, tu penses que ça a un apport très fort? Non, et pour comment? moi, ça a un effet néfaste. Moi, on est deux. Moi, j'ai moi puis mon frère. Mon frère est plus vieux que moi. Mon frère, aujourd'hui, c'est un ingénieur. Il travaille pour une grosse compagnie multinationale. Il a bien réussi sa vie. Moi, j'ai été à l'opposé complètement. J'ai passé ma vie en prison. Puis, je veux dire, je fais une sentence à vie. Là, on n'aurait pas pu être 2 personnes plus différentes. Pourtant, on a eu la même éducation. On a grandi dans le même quartier. On était la chambre une à côté de l'autre. Je veux dire, on n'était pas défavorisés, si on veut, en termes économiques dans ma famille. Mon père réussissait très bien. Ma mère, on avait un commerce. Alors, toutes c'est pour ça que je n'aime pas qu'on stigmate que c'est juste ce type de jeune-là qui est en danger. Tous nos jeunes sont en danger. Tous nos jeunes sont susceptibles de se faire ramasser par la rue, parce que la rue est toujours là pour récupérer les jeunes qui ont des manques. T'sais, ils vont combler ces manques-là. S'ils ne sont pas comblés à la maison ou bien dans des endroits appropriés, la rue va récupérer ces jeunes-là puis va combler ces besoins-là, mais de la mauvaise façon. T'sais. J'aime beaucoup le fait que tu amènes que des jeunes qui peuvent être dans la précarité financière, ça veut dire qu'avec une famille à faible revenu qui ne gagne pas beaucoup, peut tomber dans la délinquance. Comme tu as dit, ta famille était commerçante, mais il y avait des manques à d'autres niveaux. Exactement. Donc, c'est de voir comment, peu importe, on peut mettre 100% dans un aspect de la vie de nos enfants, mais peut-être on va mettre 50 ou 40 dans l'autre en pensant que parce qu'on met 100% là, c'est là qu'on voit à quel point trouver une balance et être équilibré, ça fait la différence. Mais avec un dénominateur commun, tu sais, tous nos enfants ont besoin d'amour, tous nos enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Alors, il y a des points communs qui s'appliquent à tous les enfants, mais après, à partir de là, c'est des individus à part entière. Et puis, il faut s'adapter à leurs besoins spécifiques qui peuvent varier d'un à l'autre. Oh, j'aime beaucoup ça. Et si maintenant je vais à... Qu'est-ce qui t'a... Tout d'abord, c'est quoi le titre de ton livre encore? Oui. C'est Moi, Ziad, soldat des gangs de rue. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? En tant que... Là, si je ne me trompe pas, ce livre-là a été écrit, tu étais encore derrière les barreaux. Oui. OK. Donc, Ziad Aradi, derrière les barreaux, sentence vie. Pourquoi écrire un livre? Dans quel objectif? Ben, j'étais animé par un profond besoin d'aider des jeunes, tu sais. Mais c'est difficile à faire quand tu es dans le fin fond d'un trou, derrière les barreaux. Comment est-ce que tu peux reach out, toucher des personnes, tu sais? Puis, honnêtement, j'ai tourné dans un documentaire. À un moment donné, on m'avait demandé de tourner dans un documentaire sur la vie carcérale. Puis, de bouche à oreille, j'ai été mis en contact avec cet auteur-là. Puis, ça s'est juste marié.
le besoin que j'avais de faire ça, puis lui, d'écrire mon histoire. Puis je me suis lancé dans ce projet-là dans le but de toucher des gens du fin fond d'un trou, si ça fait sens. Tu as dit, si je ne peux pas les voir physiquement, mais au moins mon histoire peut aller les rejoindre et essayer d'avoir un impact sur cette jeunesse-là. Puis qu'est-ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que même après la publication de son... Tu sais, j'ai publié le livre en 2009, puis je suis sorti en 2022. Alors, cette rétroaction-là, je ne l'ai pas vraiment vue jusqu'à temps que je sorte, là, tu sais. Quand que je marche dans la rue ou quand que je vais, tu sais, je rencontre des gens, j'ai lu ton livre, tu sais, là, je vois cette rétroaction-là, puis c'est là que je réalise que mon livre va toucher des personnes, tu sais, parce que on me le disait, mais je le voyais pas, tu sais. Maintenant, aujourd'hui, je suis là, puis je le vois chaque jour, puis je vois que j'ai pas fait 120, puis dans le fond, ça a été juste l'amorce du travail que je veux faire auprès des jeunes, puis mon travail continue. C'est très beau comme travail que tu as fait parce qu'en fait, tu t'es donné une voix, puis cette voix-là a pu être communiquée à l'extérieur et non seulement ça, ça a eu de l'impact pendant des années et même les gens te reconnaissent par rapport à ça. Donc, pour ça, c'est vraiment de l'empowerment. On a parlé aussi de l'apport, non seulement des parents, mais aussi des adultes significatifs autour des jeunes. Parce que l'affaire, c'est que souvent, le parent, on lui met de la pression, mais il y a des adultes significatifs. Surtout nous, dans nos cultures, il y a souvent un parrain, une marraine, une tante, un cousin, une cousine qui peut avoir une influence aussi très positive sur le jeune. Donc ça, c'est important. Puis aussi les intervenants aussi. On a parlé de professeurs qui peuvent avoir de l'impact. Alors, je pense que chaque personne peut avoir un apport. Puis aussi, aujourd'hui, c'est une belle illustration de ça, justement, d'intervenants, de parents, de cousins, cousines, de ma tante, donc qui sont présents pour pouvoir se mettre autour des enfants pour s'assurer qu'ils aillent bien, en fait. Alors, on essaie de voir, on va voir. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Andrew? Non, pour moi, c'est tout. Puis j'aimerais inviter les gens dans le public, si vous avez des questions pour nous, pour Ziad. Écoutez, comme je le répète, on est en famille, il n'y a pas de questions stupides. On est ensemble, donc s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que tu as des questions? Peut-être même si c'est en créole, vous pouvez les poser. Pas hésiter à poser des questions. Donc, Ziad, merci beaucoup pour ton temps. Oui, merci pour ton partage. Et si jamais quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui va regarder, comme on est filmé, bonjour tout le monde, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Mon livre est disponible dans toutes les librairies. Pas difficile à trouver. Ziad. Moi, Ziad, soldat des gangs de rue. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour le troisième segment, OK, on a une intervenante aussi qui a participé non seulement au projet Le Tournant, mais c'est aussi une collègue, c'est une sœur aussi maintenant. Elle est très dévouée dans son travail. Elle œuvre dans le quartier de Montréal-Nord et elle fait un travail exceptionnel avec la jeunesse. Donc, j'aimerais que vous invitez, faites du bruit s'il vous plaît, pour Noémie. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur le hot seat. On est en famille parce que ça nous rappelle des beaux souvenirs. Yes. Alors, ce segment-là, en fait, on va parler... Excusez-moi. Donc, on va parler rapidement. C'est une petite discussion donc sur la reconstruction, sur la transition, puis des solutions d'avenir. Donc, on veut quand même finir sur une note d'espoir. Donc, on va parler de solutions. On a parlé de problèmes. Fait que là, tout problème a une solution. Donc, on veut parler de ça. Alors, voilà. Avec nous, Noémie. Yes. Donc, Noémie, bienvenue. Merci d'être avec nous. Puis, OK. Toi, tu œuvres à Montréal-Nord en intervention. OK? Exactement. Puis, ce dernier segment,
c'est sur tout ce qui est collectivité et le tournant collectif. Donc, quand on parle de reconstruction, transmission et solution d'avenir, OK? Première question pour toi, c'est quand, puis aussi, tu as une expertise particulière parce que tu as travaillé en centre jeunesse et tu travailles maintenant dans le communautaire, OK? Si je te demande les ponts, comment bâtir des ponts solides entre le communautaire et l'institutionnel? Moi, qu'est-ce que je pense? C'est sûr qu'il faut toujours être à la recherche de savoir plus parce que souvent, on est à un seul endroit et on croit que c'est notre manière de faire qui fonctionne le mieux, donc on ne cherche pas les solutions ailleurs. Mais c'est vraiment important de poser beaucoup de questions, de voir comment ça fonctionne dans les différents milieux. Comme que Andrew a dit, j'ai travaillé au centre jeunesse, je travaille maintenant au communautaire, mais j'ai travaillé aussi comme éducatrice spécialisée dans les écoles secondaires, donc c'est quand même les trois endroits qui touchent un peu tous nos jeunes. Puis, ce que j'ai vu dans les différents milieux, c'est qu'on est souvent très fermé. Donc, qu'est-ce qui se passe au centre jeunesse reste au centre jeunesse. Comment ça fonctionne dans les écoles, ça concerne que les écoles. Puis, la même chose. Mais en fait, qu'est-ce que le communautaire m'a montré, c'est qu'on peut voir plus loin que ça. On peut voir que toi, si ton travail s'arrête à cet endroit-là, ben moi, je peux le continuer pour toi. Ou même que si tu as de la difficulté dans tes propres interventions, nous, on peut essayer de faciliter le tout aussi. Donc, comme que notre collègue Bert dit beaucoup, c'est important de créer ce filet de sécurité-là autour des jeunes, cette toile d'araignée où personne ne va tomber. Donc, c'est très important pour moi de chercher les solutions, de toujours vouloir en savoir plus. J'ai fait mes études pour devenir intervenante, puis malgré les études, chaque jour, j'en apprends beaucoup plus. Tous les mardis, on a des communautés pratiques avec René André, justement. Donc, c'est une formation continue. C'est important de toujours s'enrichir. Merci. Puis, moi, ce que j'ai noté, exemple, dans les partenariats des dernières années, tu l'as dit, c'est où est-ce qu'on peut continuer le travail de l'autre. Et ça me fait penser à, j'aime tellement dire ce dicton-là, mais c'est vrai, qu'on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mais de la même façon, au niveau familial, mais si moi, exemple, je suis le centre jeunesse, exemple, on va nous présenter des jeunes, le jeune, il quitte son milieu, il retourne chez sa famille après. On a quand même besoin de le suivre. Il faut quand même qu'il y ait un encadrement. Donc, où est-ce que le centre jeunesse s'arrête? Nous, les intervenants du communautaire ou les écoles, on reprend la suite pour appuyer les parents. Donc, c'est là qu'on voit que le travail d'équipe sert à quelque chose et c'est même primordial pour qu'une prévention soit faite de bonne manière. Donc, en fait, on travaille vraiment ensemble. C'est vraiment pas un versus l'autre ou un contre l'autre, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'on fait une chaîne. Puis si on comprend bien ça, puis puis tout le monde communique ensemble, parce qu'on a parlé justement de communication qui est vraiment le noyau, le cœur. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on doit retenir aussi d'aujourd'hui. On utilise un média qui est le tournant, justement. Là, le tournant est diffusé justement sur les médias. C'est un média, c'est la communication, mais la communication, c'est super important. Puis je pense que si tout le monde, on se met ensemble, puis on se communique les informations, parce que souvent, c'est ça qu'on trouvait qui était plus difficile au niveau des interventions, c'est que chacun allait retenir, chacun faisait son bout, on se parlait pas, puis d'être assis souvent aussi sur la même table aussi par rapport à la situation du jeune. Parce que ce que Ziad a dit qui était vraiment important à retenir, c'est que chaque jeune est différent. Exact. Chaque jeune a des besoins différents. C'est des fois ce qu'on avait utilisé comme exemple, comme outil pour aider tel jeune. Là, on peut essayer de l'utiliser pour un jeune, puis ça fonctionne pas. Puis il faut se parler, puis voir où est-ce que ça bloque pour essayer de voir comment on peut faire pour débloquer. Donc, je trouve que c'est vraiment important de cette notion-là de travail ensemble. Exact. Puis merci pour ce point-là, Jessie. Puis si je te demande, OK, je vais comme linker, je vais connecter les deux questions, OK? Parce que le tournant, la personne prend un tournant, fait un pivot dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a du changement, il y a de la turbulence, il y a de la douleur, parce que tu te reconstruis, tu te reformes, tu te découvres sous d'autres facettes, sous une nouvelle personne. Là, tu atteins ton plein potentiel en tant qu'être humain. Donc, on sait qu'il y a une douleur dans la transformation, mais c'est une douleur nécessaire, OK? Mais comment maintenant la douleur amène une force au témoignage des jeunes que tu rencontres? Parce que je sais que tu as déjà fait des jeunes témoigner de leur transformation, mais également de l'aide que vous leur avez apportée.
Mais comment tu vois, quelle est la force dans les témoignages et comment ça aide maintenant avec la prévention auprès des autres jeunes? C'est sûr que les témoignages, ça aide beaucoup parce que souvent, les gens ils sont dans des situations qui se sentent absolument seuls. Donc, de faire des témoignages, c'est de montrer aux gens qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses vraiment semblables, des fois la même chose ou quelques différences, mais le fait d'en parler, de ne pas avoir peur d'en parler, ça peut toucher des gens, ça peut pousser des gens à se poser d'autres genres de questions, de sortir un peu de notre boîte parce que réfléchir à 10, c'est pas comme réfléchir tout seul. Donc, de chercher de l'aide, de témoigner, de parler des problèmes. Souvent, même moi, je viens d'une famille haïtienne aussi, donc qu'est-ce qui se passe à la maison reste à la maison. Mais ça devient beaucoup le problème des familles aussi parce qu'on ne veut pas chercher de l'aide. On voit la DPJ comme un peu les voleurs d'enfants. Donc, si j'en parle trop, la DPJ va être au courant, donc ils vont prendre nos enfants. Mais ce n'est pas le but de la DPJ. Le but, c'est de vous outiller, vous, en tant que parents, pour répondre aux besoins de vos enfants. Donc, de briser ce silence-là, ça va aider beaucoup. Puis, ces témoignages-là servent justement à faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas seuls dans vos situations, qu'il y a de l'aide qui existe et qu'il y en a vraiment beaucoup, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit à l'école, que ce soit aussi dans les centres de jeunesse, au niveau de la DPJ. Donc, le fait de témoigner, ça démontre aussi qu'une personne est prête à changer. Parce que comme Kenjo a dit, c'est souvent dans la douleur, mais il n'y a personne qui évolue dans sa zone de confort. Donc, il faut savoir sortir de notre zone de confort, de voir qu'il y a d'autres choses qui existent aussi. Et souvent, ça va vous propulser même plus loin que qu'est-ce que vous croyez aussi. Super. Fait qu'on on a parlé de pistes de solutions. C'est ça qu'on a commencé, on a amorcé la discussion là-dessus. Est-ce que tu peux nous nommer justement quelques pistes de solutions? Puis moi, j'aimerais, puisqu'on a des parents aussi, des fois, ils se sentent mal à l'aise justement parce que, tu sais, on est des familles, je pense à la majorité haïtienne ici. Comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher cette aide-là? Parce que des fois, des fois, on peut se dire comment je fais, comment j'aborde. Si, admettons, je veux aller à l'école, comment je me sens mal à l'aise, qu'est-ce que je fais, ou si je dois aller justement au centre jeunesse, qu'est-ce que je fais, comment je fais ça. Donc, juste leur donner quelques petits trucs, quelques astuces. C'est bon. La première solution, c'est, comme qu'on a dit durant toute la conférence, c'est la communication. Si vous ne pointez pas où est-ce qu'il y a le bobo, vous n'allez jamais pouvoir trouver la solution pour le guérir, justement. Donc, de trouver une personne de confiance. Je sais que présentement, vous êtes tous mobilisés par l'organisme Équipe RDP, donc ce sont des gens de confiance à qui vous pouvez vous référer, que ce soit une seule personne. Vous pouvez même poser la question en disant « mais le fils de mon ami a tel problème ». Ça peut vous permettre aussi de trouver des solutions. C'est la même chose pour nous à Montréal-Nord. On est l'organisme Un itinéraire pour tous, donc le fait de pouvoir aller vers des organismes communautaires, eux, ils ont souvent tous les liens pour tous les besoins que vous avez, donc d'oser en parler. Si vous n'êtes pas capable seul, c'est peut-être de venir avec quelqu'un d'autre, de vous faire accompagner. Une autre chose aussi comme solution, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec vos enfants puis de voir, OK, là en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est quoi le problème? Un peu comme que la maman nous a nommé tantôt, c'est de se mettre au même niveau. Parce que les jeunes, ils vivent des réalités qui sont tellement différentes des nôtres que souvent on croit que ça arrive seulement dans les films, mais pour eux, ça arrive vraiment pour de vrai. Et plus le jeune se renferme, plus il crée cette distance entre le parent et l'enfant, et plus vous attendez, plus ça va être difficile de ramener le jeune. Ça ne sera pas impossible, mais ça va être plus difficile. Donc, dès qu'il y a un problème, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit dans l'encadrement, mes punitions ne fonctionnent plus, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment de poser des questions. Maintenant, avec Internet aussi, vous avez accès à vraiment beaucoup d'outils. Donc, de faire des recherches, si jamais il y a des termes ou quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, c'est de venir en parler à un intervenant. Il faut savoir aussi que nous, notre but, c'est de vous aider. Donc, tout ce qui est au niveau de la confidentialité, vous pouvez nous faire confiance par rapport à ça. Et c'est ça. Et pour moi, c'est important que comment je pourrais dire? Je vais juste vous laisser comprendre qu'on est ensemble dans la problématique. Pourquoi? Parce que si un enfant va pas bien, c'est un adulte demain qui va pas aller bien. Et on s'entend que nous, on est là. Moi, je suis papa, j'ai 2 filles. J'espère que tout le monde peut faire sa part dans la société pour s'assurer que notre société va être vivable et agréable.
Donc, pour moi, c'est pas que je veux fouiller pour savoir ce qui se passe chez les gens, mais si tu vas pas bien, j'espère que tu vas aller chercher l'aide nécessaire. Moi, des fois, ça se peut que je sois fatigué. Ça se peut que j'appelle ma soeur, ça se peut que j'appelle mon frère, ça se peut que j'appelle ma mère. Est-ce que tu peux prendre les enfants aujourd'hui? Je suis fatigué, là, la semaine était tough. Il ne faut pas avoir peur de parler. Parce qu'à la fin de la journée, en intervention, on dit que l'intervenant est son outil le plus important. Mais je crois que chaque être humain est son outil le plus important aussi. Si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas bien vous gérer, vous ne pouvez pas gérer les enfants, et ainsi de suite. Et juste le fait que vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais vous dire merci. Et juste vous faire comprendre que communauté, organisme communautaire, institutionnel, la société en général, c'est notre affaire. L'avenir de nos enfants et le bien-être de la communauté. Donc, c'est ça. Si je peux rajouter aussi, c'est important de faire confiance à vos enfants. Souvent, on croit qu'il y a seulement un trajet qui existe, donc c'est d'aller à l'école, devenir médecin, avocat, ingénieur. Oui, c'est des beaux métiers qui payent, mais si le jeune a d'autres passions ou d'autres trucs qui l'allument, il faut les encourager. Même si qu'au début, peut-être que vous y croyez pas tant que ça, mais juste pour un enfant de voir que son parent croit en lui, ça va le propulser beaucoup plus loin. Comme tantôt la maman a nommé, si votre enfant joue au basket, allez voir ses matchs. Même si je sais qu'il y en a qui sont beaucoup occupés, mais même si c'est une fois de temps en temps, mais essayez d'y aller, envoyez un autre membre de la famille, montrez que son vrai support, c'est la famille et non les amis ou n'importe quelle personne qu'il peut trouver à l'extérieur aussi. De savoir aussi, je donne l'exemple de la musique, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la musique. Des fois, c'est pas très, très fort, mais juste de les encourager, ça leur permet à eux de voir que, OK, peu importe qu'est-ce que j'essaie d'entreprendre, il y a quelqu'un qui va me pousser derrière, puis il y a quelqu'un qui va m'encourager, et ça peut donner vraiment des beaux résultats. Parce que justement, il n'y a rien de plus précieux. Il y a de plus précieux qu'un petit monde qui ouais, comme si des étoiles dans les yeux parents. Donc, comme si lui ouais parents fiers de lui. Il y a rien de plus précieux pour un enfant que de voir la fierté dans les yeux de ses parents. Donc, en fait, c'est de ça dit nous, c'est pour nous chercher à cultiver. Tout ça positif dans ce c'est pour nous chercher à cultiver. C'est pour nous chercher à faire l'avancer. Même si la fait musique dans la tête, nous fait le bruit, la fait nous tendez la fait bruit. Des fois, c'est dans conseil. Il y a des gens qui percent, il y a à l'international. Des fois, c'est pas nécessairement percé, mais c'est comme si son bon bagage, il mettait énergie sous lui. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas toute bagage l'a fait pour abattre lui. Donc, c'est vraiment pour montrer tout le monde que ça l'a fait ou intéressé avec eux. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Merci beaucoup à tout le monde qui sont présents. Si vous êtes là, c'est parce que je sais que la problématique est importante pour vous et que vous êtes déjà des bons parents. Oui. Et continuez votre bon travail. Vos enfants ont besoin de vous. Merci beaucoup. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé, t'inquiète, tu vas y arriver. Regarde-toi dans le miroir, faire le 180 degrés. La vie c'est pas lancer compte, mais ça compte seulement si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé, t'inquiète, tu vas y arriver.